On va placer le contexte. On va placer le contexte. Tu vas voir que je vais te poser des questions. Elles sont très intuitives. Moi, j'ai rien préparé, Frédéric. C'est vraiment une conversation de cœur à cœur. Je te remercie d'être venu jusqu'ici. Ben, merci à toi de me l'avoir proposé, surtout. Et puis, honnêtement, oui, ça me stresse un peu. C'est pas dans mes habitudes, moi, de faire ça, mais j'ai confiance en toi. Je te suis. Moi, je te remercie pour ta confiance. J'ai confiance en toi aussi, Bon, Frédéric. merci. Donc, la confiance est là. C'est parfait. Hum, on va partir sur 45 minutes d'entretien. Je vais te poser des questions de manière très intuitive. À tout moment, si tu ne te sens pas de répondre, tu peux me dire non, ça, je préférerais ne pas y répondre. Théoriquement, comme je te disais, il n'y aura pas de questions d'ordre factuel. Par exemple, souvent dans le cadre des entretiens, souvent en consultation, on peut tomber sur le sujet du couple. Si je te demande qu'est-ce qui fait selon toi la stabilité dans un couple, l'idée c'est pas de répondre avec ton expérience personnelle si tu souhaites préserver ton intimité, mais plutôt te baser sur ton expertise ou ton regard sur cette question. Hum, à tout moment, si jamais il y avait vraiment un passage que tu sentais ne pas vouloir diffuser ou quoi que ce soit, sens-toi libre. Moi, je le couperai, ça. Ça, je le mettrai pas, par exemple. Ok. Donc vraiment, dis-toi, confiance absolue. Frédéric, en tout cas, ça fait énormément plaisir de te retrouver Moi ici, aussi. dans ce contexte, pour contextualiser auprès des gens qui regarderaient cette vidéo. Tu as été ma formatrice Ouais. en Dans une psychothérapie. autre vie. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps qu'il y a tellement longtemps. Ah, Quand je vois le chemin que toi, t'as fait depuis, ça fait bizarre, en fait. près de 3 ans. Ouais. T'étais dans les tout premiers d'Itacom. Alors, bah, sans aucune transition, pourquoi c'était important pour toi de créer Itacom? Alors, moi, mon idée, c'était la passion en fait, la passion de la compréhension de l'humain, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et j'avais envie de pouvoir partager ça avec des personnes qui ont cette même recherche. Alors il y a nos clients en consultation où on partage des choses, mais on est là centré sur eux. On dézoome pas trop sur le côté analyse finalement. On n'échange pas avec notre client sur telle ou telle approche de thérapie. Et moi, c'était ça que j'avais envie de partager. J'avais aussi envie de comment dire, de recevoir d'autres visions, d'autres angles de vue. En l'occurrence, avec toi, il y a eu quelques fous rires et il y a eu aussi des échanges quand tu amenais ta vision et je me disais, waouh, mais c'est hyper intéressant. Et ça, je l'avais pas vu comme ça, mais là, ce que tu amènes, c'est hyper pertinent et c'est surtout évident maintenant que tu l'as dit et ça vient m'enrichir aussi, en fait. C'est quoi la place du rire, hein, justement, du fou rire dans l'accompagnement? Alors ça, pour moi, c'est hyper important parce que on a souvent cette représentation de la psychothérapie où c'est lourd, où c'est triste, où on fait que pleurer, on parle que du trauma, on déterre là toutes les blessures du passé. Et oui, c'est une réalité. Il y a des moments où ça va se passer comme ça et c'est nécessaire, mais il y a aussi des moments qui sont très légers. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir parfois rire de certaines situations ou tout simplement être en joie. Et on est en joie au fur et à mesure où on évolue. Quand on prend conscience, on jette un coup d'œil dans le rétro et on se dit ah, avant j'aurais réagi comme ça ou ça m'aurait fait ça. Et là j'ai même pas réfléchi, ça s'est passé comme ça et c'est super génial. Et ça on le partage avec notre thérapeute. Et ça c'est de la joie. Et là il y a du rire et c'est extraordinaire. Et dans la formation, pour moi, c'est important aussi. Bah, le fait justement moi, ce qui était particulier quand je me suis engagé dans cette formation, c'est que j'avais jamais été accompagné à titre personnel avant. L'une des choses qui a été particulière, singulière et en même temps qui a été euh, belle pour moi d'entendre, c'est que toi, tu avais été accompagné, si je me rappelle bien, Oui. tu avais été accompagné et j'avais particulièrement été touché par cette sincérité absolue, cette franchise et cette authenticité de dire, ben oui, moi aussi, je suis passé par un accompagnement jusqu'à Oui, devenir pendant une aujourd'hui. dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, toutes les semaines en individuel, et pendant 4 ans, en plus de l'individuel, j'avais 2 séances par mois en groupe de thérapie.
en sachant qu'au départ, le groupe, c'était vraiment compliqué pour moi. D'ailleurs, je me suis sauvée en courant et en pleurant de la toute première séance, ça a été terrible. Mais finalement, ça m'a apporté énormément de choses. Après, toi, tu n'avais pas forcément fait cette démarche-là de façon, on va dire, académique, mais parce que tu n'es pas quelqu'un d'académique, et tant mieux. En même temps, tu avais fait beaucoup de chemin. En allant à la rencontre des autres, tu vas à la rencontre de toi-même. Donc, il y avait déjà quelque chose chez toi de très profond dans l'analyse, dans la compréhension. Donc, tu n'arrivais pas vierge finalement de tout cheminement personnel. Après, je sais qu'il y a des écoles qui exigent une preuve de la thérapie, qui exigent d'amener la preuve de 50 heures de thérapie. Wow. Moi, ça me pose un problème pour plusieurs raisons, parce que déjà, exiger la preuve de ça, ça va pas dans le sens, pour moi, déjà de la confiance qui peut s'instaurer entre nous, parce qu'on a besoin de confiance entre apprenants et formateurs dans les deux sens. Et en plus, il y a des thérapeutes qu'on peut aller voir pendant 200 ou 300 heures sans jamais avancer finalement. Ça veut dire quoi 50 heures? Certains ont besoin de 600 heures, certains ont besoin de moins ou enfin. Et puis avec qui? C'est surtout ça. Donc c'est pour ça que moi j'exige pas ça, parce que pour moi ça fait pas sens en fait. Par contre, ce qui me semble fondamental, et ça je pense que tu es en mouvement permanent, enfin on a échangé tout à l'heure sur les choses qui peuvent te faire réagir, la seule chose qui me paraît indispensable, c'est d'accepter d'emblée que dès lors que quelque chose viendra nous chatouiller, on s'engage à aller regarder de quoi il s'agit et aller creuser dessus et travailler dessus si nécessaire. Je trouve que c'est souscrire un engagement envers soi-même et donc envers les gens qu'on accompagne. Comment est-ce que toi tu l'expliques, ces personnes qui sont engagées dans un accompagnement thérapeutique de 50 heures et qui ont le sentiment de ne pas avancer? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce que soit on a un thérapeute avec lequel, qui lui-même, on va dire, peut manquer à un moment donné de connaissances pour définir l'axe de travail, ou qui manque de technique. Parfois, juste échanger la fameuse cure par la parole ne suffit pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est important aussi d'avoir certaines techniques. Ça peut venir aussi de résistance de la personne qui est suivie, évidemment. Mais c'est là où, encore une fois, le thérapeute a une mission autour de ça. Lui doit être capable de reconnaître la résistance et de trouver des moyens de la baisser, sans jamais passer en force sur cette résistance. À quel moment tu as fait ce passage, cette transition entre l'accompagné en thérapie et l'accompagnante? Très intéressant. Alors, en fait, déjà, je voudrais dire une chose, c'est que j'ai fait 10 ans avec la même personne. Après, donc cette personne-là a pris sa retraite. J'ai eu l'occasion d'avoir d'autres suivis. De toute façon, je pense qu'on n'a jamais assez de toute une vie pour tout voir et tout comprendre. On a des périodes d'accalmie, on se dit oh, ça va, je suis bien là, en ce moment, je vais rester tranquille un peu sur mes acquis, je profite finalement, ma vie change, parce que pour moi la psychothérapie elle change la vie. Donc ma vie change, tout va bien, j'ai envie d'en profiter et je vais pas y retourner tout de suite, mais la vie se charge toujours de nous ramener des situations. Ah oui, là, je le savais bien qu'il y avait quelque chose encore à cet endroit-là. Donc, pour te répondre, comment je suis passée de l'accompagnée à l'accompagnante, en fait, sur la fin de ma thérapie, j'assistais aux séances de groupe où j'avais plus forcément de besoin pour moi. Donc, j'étais plus là pour les autres et j'adorais ça. Et ma thérapeute m'avait proposé qu'on travaille ensemble. D'accord. Et à cette époque-là, j'ai refusé. Ah, je disais, ah non, 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 je commence à aller bien dans ma vie. Je me sens heureuse et j'ai envie d'en profiter et j'ai surtout pas envie de me charger des problèmes de qui que ce soit, en fait. Là, j'avais envie de rester égoïstement dans mon nouveau bonheur, enfin, dans mon bonheur qui arrivait enfin. Et donc, au départ, j'ai pas du tout eu envie d'aller là-dedans. Et puis, par la suite, je me suis pas mal cherchée professionnellement, puisque pour moi, c'est aussi une reconversion.
Et je m'étais installée comme naturopathe. Et moi, c'est un cheval qui m'avait amené à ça. J'ai trouvé ça passionnant, hyper intéressant, Un, ch- intellectuellement. un Oui, c'est cheval, un cheval, d'accord. qui avait une pathologie pour laquelle les vétos ne trouvaient rien. Ok. Euh, donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, mais moi, je peux pas rester à le regarder se dégrader comme ça, sans rien faire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et les seules choses auxquelles je pouvais avoir accès sans avoir une ordonnance vétérinaire, bah, c'était tout ce qui était naturel. Donc, je suis partie là-dedans. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et puis, donc, je me suis installée, j'ai lancé mon cabinet, et au bout de 2 mois à peu près, j'ai une cliente qui vient et qui me dit qu'elle est tricotylomane, c'est-à-dire qu'elle s'arrache les cheveux un Hmm. par un. Elle avait quasiment plus de cheveux, elle avait juste une petite couronne de cheveux, tout le reste était le crâne à blanc. Et, euh, et elle espérait que j'aurais un remède, un truc qui lui permette d'arrêter. Et je lui dis, malheureusement, non. Enfin, elle me dit, oui, mais on m'a parlé de tels nutriments. Peut-être ça aidera à faire repousser plus vite, mais ça ne vous empêchera pas d'arracher. Hmm. Et là, elle était tellement déçue. Elle me dit, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, franchement, à part une psychothérapie, je ne vois pas. Et elle me dit, j'ai pas les moyens. Je lui dis, écoutez, si vous voulez, on peut essayer ensemble. Ok. Et elle me dit, ben, vous n'avez pas compris, mais je n'ai pas les moyens. Et je lui dis, non, mais vous n'avez pas compris, je ne vous ai pas demandé d'argent. Wow. Et on a commencé comme ça toutes les deux. Et donc, pour elle, alors c'était important pour elle qu'il y ait un échange. Donc, j'ai été payée en bouquet de fleurs. D'accord. Magnifique. Soit des fleurs des champs quand, au printemps, des fois les fleurs des parterres de la ville, je crois. Je lui ai jamais demandé la provenance, mais je me suis doutée. Et voilà. Et j'ai commencé comme ça avec elle. Et pendant les cinq premières séances, elle ne faisait que pleurer. Et j'ai eu le Hmm. doute en me disant, mais je crois que je suis en train de faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc je m'apprêtais à arrêter, à me dire, non, je suis pas là pour... Et le jour où je m'apprête à lui dire, on va s'arrêter là, elle me dit, Frédéric, avant qu'on commence la séance, il faut que je vous demande quelque chose. Est-ce que vous accepteriez de me donner votre dernier créneau de la semaine? Et là, dans ma tête, il y a, alors attends, non, on va arrêter en fait. Et elle voit que je suis en train de réfléchir, mais elle sait pas à quoi. Et elle me dit, parce que comme ça, moi, après, je passe un bon week-end. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, d'accueillir ces larmes, de pas chercher à temporiser, à arrêter, Hmm. ça faisait du bien. Et, euh, et donc, ben, je l'ai suivie pendant plusieurs années, mais bon, sa tricotylomanie a cessé peut-être au bout de 6 mois. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai commencé. Alors après, je ne cache pas que j'ai eu un vent de panique à ce moment-là, à me dire, OK, dans ma formation naturo, il y avait quelques modules Hmm. psycho, mais c'est pas ça qui prépare vraiment. Je m'appuyais plus sur ce que j'avais appris au travers de mon propre chemin. Et là, je me suis dit, non, je me sens pas légitime. Ça, c'est la grande question, je pense d'ailleurs, des psychopraticiens. Je n'ai pas le diplôme d'État. Et là, moi, j'avais même pas la formation. J'avais juste mon chemin perso. Donc là, je me suis empressée de m'inscrire sur des formations. Euh, mais je pense que j'y suis quand même toujours allée beaucoup au feeling, quoi. Et en fait, mon activité s'est complètement lancée là-dessus. Alors, avant que je te pose la question suivante, est-ce que tu souhaiterais un verre d'eau? Non, ça ira, je te remercie. Ça va aller? À tout moment, hein, si justement tu as un besoin quelconque, n'hésite pas à l'exprimer, Ok, d'accord? merci. Ouais, j'ai mon petit verre, il est là. Hum, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi? Ah. Euh, L'amour. Quand je me connecte, euh, quand je me connecte à ce sentiment d'amour, ça fait une espèce de bouffée à l'intérieur de moi qui me fait monter les larmes. Alors bon, comme tout le monde, je peux pleurer quand je suis triste aussi, hein, mais là, comme ça, ce qui m'est venu spontanément, c'est ça. L'amour. Comment tu l'expliquerais, toi? Parce que je pense que ce sont des larmes, enfin, c'est ce qui est associé pour moi à l'émotion, mais l'émotion positive aussi. C'est des larmes qui sont belles pour moi. Des larmes qui sont belles. Quand on accompagne des gens au quotidien, ça t'arrive de pleurer, justement, après un accompagnement ou dans la semaine? Alors, en général, non.
Il y a des moments où je sens l'émotion monter. J'aime me laisser traverser aussi par tout ce qui est en train de se passer. Donc oui, ça peut déclencher quelque chose, mais qui va souvent se transmuter plutôt en compassion, en élan vers l'autre, et m'amener à être plutôt contenante à ce moment-là pour l'autre. En revanche, ben voilà un exemple de larmes de joie. Les moments où j'ai pu pleurer, où je peux pleurer et où je me retiens pas, et j'ai pas à me retenir, c'est le moment où on se dit au revoir, Le moment où... où on arrête la thérapie. D'accord. Là, il y a beaucoup d'émotions, il y a la joie, parce que si on en est là à se dire au revoir, c'est que on est arrivé Mhm. à un moment où la personne en face de moi est bien et elle a plus besoin de nos séances. Et il y a cette conscience de tout le chemin parcouru, des phrases qui reviennent, des phrases du début, Mhm. le contexte de vie de la personne, et de se dire aujourd'hui elle est heureuse, et ça fait quelque chose. Et en même temps, il y a certainement une petite part de tristesse, on va plus se voir comme avant. Donc c'est une espèce de mélange de joie et de tristesse en fait. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en accompagnant les gens? Euh, que je pouvais être euh, plus solide que je ne le pensais face à la détresse, face à la douleur. Je ne peux pas regarder un Walt Disney, je pleure. D'accord. Il y a toujours un passage hyper triste qui me fait trop de mal. Et je déteste du coup les regarder parce que ça me fait vraiment quelque chose. Je suis vraiment très sensible à ça. Et d'ailleurs, des fois, on peut s'imaginer que dans notre métier, il faut être un rock, Mhm. ne pas justement se laisser gagner par les émotions. Et on se dit, mais comment je pourrais faire ce métier alors que je pleure comme une madeleine devant un Walt Disney? C'est mal parti. Et en réalité, face à, face à quelqu'un qui peut parfois raconter des histoires, mais épouvantables en fait, euh, je ne suis pas impuissante à subir l'histoire et à juste me projeter dans la détresse de l'autre. J'ai quand même une part très active. Dans ma tête, il y a de l'analyse, il y a une vision de l'après, il y a une vision Mhm. aussi de l'intérêt du moment là, de la connexion à l'émotion, même si elle est dure. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai une vraie solidité face à ça. Solidité ne veut pas dire neutralité ou indifférence. Ça me touche, j'ai de la compassion, mais ça ne me chable pas et ça ne m'emmène pas. Sachant que toi, toutes tes consultations, tu les as fait et peut-être tu les fais encore en présentiel. Non, en visio aussi beaucoup. C'est en visio. Alors, la visio, j'ai commencé uniquement en présentiel Mhm. et la visio, c'est installé, on va dire, progressivement parce que le bouche à oreille a fonctionné Mhm. avec mes clients en présentiel. Alors, j'ai ma belle-sœur qui est dans tel département, est-ce que ce serait possible en visio? Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu un essor phénoménal au moment du confinement. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait tout aussi en distanciel. Si je peux privilégier juste l'appel téléphonique et pas le visio, je vais systématiquement le privilégier. Aujourd'hui, j'invite les gens aussi, je leur dis à l'heure du rendez-vous, n'hésitez pas à aller marcher pendant notre appel. Et ne vous enfermez pas dans votre chez vous avec toute cette énergie de peut-être parfois du conflit de couple, de la pression des enfants. Allez marcher, entrez en mouvement et on fait cette consultation. Et dernièrement, j'ai carrément, je rigole parce que quelqu'un m'a dit je fais du sport de ma vie. Il m'a dit ça comme ça et j'ai acheté un stepper. Tu sais ce que c'est un Oui. stepper? J'ai acheté un stepper et un bureau pour être debout et Ah ouais. ouais et j'ai besoin d'être en mouvement. Donc quand je suis en consultation, j'ai mon ordinateur, je suis en mouvement, fenêtre toujours ouverte parce que je me suis rendu compte que peut-être énergétiquement, je sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Je peux ressentir, on parlait du VACOG, Mhm. donc si tu peux nous en toucher un petit mot rapidement, on trouve cette notion Dans la la PNL, formation, donc voilà. dans le Donc module le PNL. VACOG, ça fait référence, c'est l'acronyme pour visuel, auditif
kinesthésique, odorat, goût, bon, qui est un peu plus secondaire, on utilise plus le VAC en fait. Donc il y a des personnes qui sont plus visuelles, d'autres qui sont plus auditives et d'autres plus kinesthésiques. Alors dans le kinesthésique, on a 2 degrés. Le premier degré, c'est chaud, froid, le toucher, on va dire c'est plus physique. Et puis il y a le kinesthésique de second degré et là c'est tout ce qui est émotionnel. Pour ma part, alors c'est intéressant, j'aimerais bien savoir pourquoi toi tu privilégies le téléphone plutôt que Alors, la visio. euh, l'explication que je donne, c'est l'explication que je me suis donnée, celle qui fait sens pour moi, c'est que toute la journée, je suis devant les écrans, déjà dans le D'accord. cadre de montage vidéo. Donc quand je vais regarder la personne, ça va me fatiguer. Alors que, deuxième temps de cette réflexion, ça fait près de 8 ans que j'enregistre des témoignages. Je fais le montage vidéo aussi et ça demande de revenir systématiquement sur l'audio. Donc j'ai le sentiment que l'oreille ou l'écoute, elle a été développée d'une manière qui me permet largement, juste en consultation téléphonique, de capter des informations, des non-dits, et des éléments comme ça. Ça me convient très bien. Alors c'est intéressant parce que moi je suis plutôt visuelle D'accord. et passer du présentiel à la visio, j'avais cette appréhension de me dire oh mais il me manque une Mm. partie. Parce que bien souvent on a les épaules et le visage, mais je me disais bah, je vais pas voir la jambe qui Mm. saute ou les mains, voilà, je vais pas pouvoir voir tout ça. Donc il va me manquer quelque chose. Et puis finalement je me suis rendu compte que je m'y faisais très bien. Et puis j'ai une cliente, j'ai commencé avec elle en visio parce qu'elle habitait loin et elle me dit mais par contre je vais déménager et là où je vais la connexion internet elle est catastrophique, c'est très instable. Est-ce qu'on pourrait faire la prochaine séance par téléphone? Et moi au départ je me suis dit aïe ça va être compliqué Mm. de faire ça. Et finalement effectivement on développe, moi qui suis en visuel plutôt dominante, visuel et kinesthésique second degré, moi tout passe par les émotions, le ressenti, l'intuition. Ben finalement, je développe avec elle l'auditif. Donc, comme tu dis, je pense qu'on développe certains sens, surtout quand on en a un qui est saturé. Mm. Et c'est vrai que avec elle, ben, je l'entends réfléchir, je l'entends sourire. Euh, J'arrive maintenant, enfin, même enfin, quasi instantanément, on décrypte le silence. Mhm. Ça, c'est un Mm. silence de réflexion. Ça, c'est un silence où il y a les larmes qui sont en train de monter et la personne essaie de lutter. On arrive à décrypter tout ça et ça, c'est extraordinaire, ouais. Et je me suis rendu compte de deux choses. Alors là, ce partage, ça m'évoque deux choses. La première, c'était il y a quelque temps, j'ai fait une semaine de retraite silencieuse dans comment on appelle ça? Il y a quelque temps, j'ai fait une retraite silencieuse dans un monastère bouddhiste. Et les bouddhistes, quand ils avancent, en tout cas dans ce temple, ils avancent toujours avec le regard à 45 degrés vers le bas. Et même quand ils se saluent, ils se saluent, mais sans forcément se regarder droit dans les yeux. Donc, je leur demande pourquoi. T'as une idée? Pourquoi est-ce qu'ils avancent toujours 45 degrés, ils se saluent sans forcément se regarder? C'est très européen de se regarder droit dans les Oui. yeux. En Asie, on se regarde pas trop. Mais t'as une idée du pourquoi? Non, à vrai dire, soit pour être dans un autre type de présence à l'autre, Il y a ça, respect de l'autre, ne pas être intrusif par le regard, il y a ça peut-être. aussi, ouais, et il y a ça aussi. Et il y a cette idée que, en réalité, j'ai déjà tout à l'intérieur. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher l'approbation, Ah, l'amour, la validation, dans le regard de l'autre. Donc, je vais pas aller me perdre dans l'extérieur. Je reste toujours comme ça. D'ailleurs, en plus, quand on regarde comme ça, on voit tout ce qui se passe à 180 degrés. Et je vois qu'en visio aussi, parfois, c'est comme un besoin de contrôle de la part de la personne. Moi, ça fait référence à la blessure de trahison. Et je me suis rendu compte qu'une personne qui a une blessure de trahison, elle peut exprimer ce besoin impératif d'être en visio, comme pour s'assurer que, est-ce que là, t'es pas en train de faire autre chose. voilà, je contrôle et je Oui. m'assure que la personne en face, elle m'écoute bien, elle est bien avec moi. Quand je dis quelque chose, ah tiens, elle réagit comme ça. Donc parfois, je fais exprès de pas répondre à cette demande de visio, surtout quand je sais de manière à faire travailler la personne sur ça.
Viens à toi, reviens à toi, t'inquiète pas, fais-moi confiance, reviens à toi. Hop. Ah, c'est intéressant parce que là où moi, par exemple, je vais me servir aussi, parce que ce qu'on appelle le calibrage en PNL, Mhm. nous, on repère l'état interne en observant les mimiques, la posture, etc. Mais ça marche à l'inverse aussi, effectivement, comme tu le dis. C'est-à-dire que notre client va aussi capter des choses de nous. Tout peut Mhm, être mhm. pris de façon pas toujours très consciente d'ailleurs, mais un sourcil qui se lève, le sourcil qui se fronce. Et, et j'aime bien, moi, m'appuyer là-dessus parce que je trouve que ça peut être assez contenant pour la personne de voir qu'on est attentif. Mhm. Mais maintenant, on peut être contenant aussi avec la voix, avec le fait de rebondir sur ce qu'elle est en train de nous dire, qui prouve qu'on a bien écouté ce qu'elle nous a dit au préalable. Donc, on peut contenir de différentes manières. J'avoue que c'est intéressant ce que tu soulèves. Je pense que les deux se valent. Je pense à une personne, un client, qui pendant des mois me disait qu'il stressait. Alors, il me l'a pas dit tout de suite, Mhm. mais il stressait quand il arrivait dans le chemin qui arrive à mon cabinet. Et sa question, c'était est-ce qu'elle va être comme la semaine dernière? Waouh. Il y avait une véritable angoisse. Ce qui est logique par rapport à son histoire avec une mère assez imprévisible, mais il y avait une vraie peur chez lui, une véritable angoisse. Et quand il a osé me le dire, j'ai compris ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire que c'était le spécialiste de m'envoyer un petit message la veille pour me demander si c'était bien demain à telle heure. Mhm. En réalité, il le savait très bien. C'était pour voir sur quel ton, déjà, est-ce que j'allais lui répondre et sur quel ton. Donc voilà. Donc moi j'aime bien ce côté visuel et je m'en sers beaucoup en fait. Mhm. Mais on peut faire sans, tout à fait. Si toi, tu avais le choix entre toute ta vie, hein, soit les gens, comment dire, entre être vu et être écouté. Si tu avais le choix toute ta vie, soit tu es uniquement vu, soit tu es uniquement écouté. Tu choisirais quoi? Sans hésitation à être écouté. Ça t'apporte quoi, toi, le sentiment d'être écouté? Pour moi, c'est de la considération qu'on nous accorde. C'est du respect aussi pour moi, être écouté. Peut-être parce que je ne l'ai pas été beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand justement on n'a pas eu la possibilité d'être beaucoup écouté? Euh, ben, je pense qu'on apprend à refouler nos propres besoins en fait. J'ai été, j'ai été entendue sur, sur beaucoup de choses, mais pas sur le vrai fond en réalité. Donc oui, être écouté, pour moi, c'est fondamental. Ce vrai fond, il n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Même pour toi, c'était pas totalement clair. Tu n'arrivais pas forcément à verbaliser ce qui te traversait dans ton fond. Je crois que je m'autorisais effectivement même pas à penser ça. Quand j'ai commencé ma thérapie, j'ai été plutôt convaincue qu'il n'y avait pas grand-chose à dire de mon histoire. Avec ce côté, ah, ça va, quoi. J'ai pas été enfermée dans un placard avec un bout de pain sec et de l'eau, quoi. Ça va. Il y a des gens, c'est pire. Pour moi, c'était un peu RAS sur mon histoire. Donc, je pense que je n'étais pas consciente, effectivement, de ce que j'avais vécu et de ce que ça m'avait fait. Donc, j'allais encore moins chercher à communiquer dessus étant enfant. J'essayais surtout d'éteindre le feu comme je pouvais. Et non, j'ai jamais été écoutée et j'ai jamais tenté de l'être, d'ailleurs, étant enfant, sur ce que je ressentais vraiment. Tu dirais quoi justement si tu avais la possibilité de parler à Frédéric enfant? Je pense qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je pense que sa stratégie était la meilleure qu'elle pouvait employer à l'époque. Je lui dirais juste que ce qui est important, c'est que ça n'a jamais éteint ce qu'il y avait à l'intérieur.
Donc peut-être que ce que je lui dirais, c'est de continuer à chérir ce qui est à l'intérieur, hein, avec l'espoir que ça va pouvoir s'exprimer plus tard et en faire quelque chose. Et j'ai même envie de dire en faire quelque chose de beau et qui permet de se réaliser. Continuer à chérir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ça apporte quoi, ça, le fait de chérir ce qu'on a au fond de nous? Euh, Parce que je pense que ce qu'il y a à l'intérieur, qui est fait d'espoir, de rêves d'enfant, de blessures aussi, c'est ce qui va nous amener à un moment donné à être à notre juste place dans notre vie. Si je n'avais pas vécu ça, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse de le faire. Ça vient mettre du sens, en fait, sur tout ce que l'on fait dans notre vie. En tout cas, moi, ça, c'est ma conviction. Comment se diriger vers sa juste place? En trouvant le trésor qui se cache dans nos blessures. Il y en a forcément, voire plusieurs. Comment le chercher, comment le trouver, ce trésor? Alors la vie se charge, en général, de nous mettre tout un tas d'épreuves qui vont nous permettre d'aller mettre le doigt dessus. Et je pense que tant qu'on n'est pas à notre juste place, on rencontre des obstacles qui ne demandent qu'à être dépassés. Il y a un truc que je dis souvent. J'ai fait de la danse pendant des années et j'avais un côté très scolaire. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof extraordinaire, pédagogue dans l'âme, un vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand je ne comprenais pas, son truc, c'était pas juste de répéter la même chose en parlant plus fort. Il y a quand même beaucoup d'enseignants qui font ça, alors qu'on n'est pas sourd, on n'a juste pas compris, en fait. Et lui, il cherchait toujours pourquoi je comprenais pas et comment il pouvait me l'expliquer autrement. Et j'ai eu un truc qui me posait beaucoup de problèmes, c'était de faire de l'impro, qui supposait d'écouter vraiment la musique et me laisser aller dans la musique. Et je paniquais complètement avec ça. Et un jour, il a eu cette phrase, on s'est assis tous les deux, on a mis la musique, et il coupait par moment, et à un moment donné, il me dit, et là, qu'est-ce que la musique te demande de faire? La musique me demande de faire quelque chose, c'est énorme. Et en fait, je crois que c'est ça pour tout. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est quand il nous arrive quelque chose de compliqué, qu'est-ce que la vie nous demande de faire? Qu'est-ce qu'elle nous demande de comprendre à cet endroit-là, de réaliser, et qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Et on peut compter sur elle pour nous resoumettre les situations de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'ait plus le choix. Alors là, de suite, ça m'évoque une situation et je vais la mettre en parallèle avec les gens qu'on peut avoir en consultation qui parfois sont dans une démarche analytique et euh, Intellectuelle. intellectuelle et une mentalisation excessive. Tant que je ne comprends pas, j'avancerai pas. Mm. J'ai besoin de comprendre pour avancer. Et intuitivement, ça me fait penser à l'année où j'étais sans domicile fixe. Donc, je venais de quitter mon chez moi et comme ça intervenait suite à un divorce, j'avais placé la bague de mon précédent mariage dans une petite sacoche de voyage que je mettais tout le temps avec moi. Et je me suis dit, cette bague, je vais l'amener à mon ami qui, je sais, va se marier. Donc, je vais lui offrir. Je vais en quelque sorte, clôturer cet événement, ce passage de vie, en lui transmettant la bague. Et je suis en train de conduire une voiture. Première fois de ma vie que je conduis une voiture. Euh, Parce que c'est fou, quand on est sans domicile fixe, il se passe des choses incroyables. J'avais un ami qui m'a dit, Najib, j'ai besoin que tu descendes cette voiture de Paris à Perpignan. Cette occasion ne s'est plus jamais représentée. Donc je me retrouve avec une voiture et je suis libre. Et c'était une sensation très particulière parce que quand tu es libre, tous les scénarios peuvent se passer.
Je roule comme ça et je vois un lac du côté de Limoges. Je me dis, le lac est beau. Bah, je vais y aller. Alors, j'ai rien d'autre à faire à part être libre. Donc, je me rends auprès de ce lac. Et là, je vois un monsieur qui est en train d'utiliser un détecteur de métaux. Et comme je suis timide et introverti, je le laisse faire et je regarde le lac tout seul. Comme ça. Tu vois, il se rapproche de moi au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il engage la conversation. Moi, je m'apprêtais à repartir. On parle et je lui demande bah, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Et il me dit oh non, rien, des choses comme ça. Des fois, je trouve des pièces. Des fois, je dis monsieur, de manière intuitive, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Et il me dit je suis venu chercher une bague. Elle est là. Et là, il me regarde, choqué. Il ne comprend pas. Mais moi non plus, hein, je comprends. Je comprends rien à ce moment-là. Mais je sais juste qu'il est venu chercher une bague. J'en ai une près de mon cœur. Et il me dit, mais monsieur, attendez, je peux pas l'accepter, mais pourquoi? Je lui dis, monsieur, vous auriez pu me dire, je suis venu chercher une montre. J'en ai pas. Vous auriez pu me dire, je suis venu chercher des lunettes. J'en ai pas. Vous m'avez dit une bague. Voilà cette bague. Elle est là. Et voilà son histoire, vous en faites ce que vous voulez. Et ça a créé un scénario dans lequel vraiment il était profondément bouleversé. Il me fait part de l'histoire de son fils qui est malade, dont il s'occupe depuis sa naissance, et du fait qu'il était très ouvert et disponible. Il n'a pas dit généreux parce qu'il était humble, mais je comprends que c'est une personne généreuse qui donne énormément de son temps. Et là, c'était un choc, un bouleversement. À partir de ce moment-là, en tant que sans domicile fixe, j'ai compris que tout allait se passer de cette manière. C'est-à-dire, Najib ne cherche pas à comprendre, mais cherche pleinement à vivre ce qui se passe. Et quand t'entends, regarde comment ça résonne et actionne de suite. Ne cherche pas à te dire. Comment ça résonne en toi ce partage? Ben, ça me fait penser à la synchronicité, en fait, Ok. de tout ce qui peut se passer, justement, ces rencontres qu'on peut faire, ce qui nous arrive à partir du moment où, justement, on est probablement dans le bon axe. Ce que tu décris, en fait, c'est qu'en devenant SDF, tu deviens complètement libre. Et tu te laisses porter par les événements et finalement, tu as confiance dans ce qui arrive et ce que la vie te réserve. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer comme ça à partir du moment où justement on accepte d'aller dans ce que la vie nous demande. Comment est-ce que toi tu gères ou quelles recommandations ou comment tu accueilles les personnes qui ont tendance à trop mentaliser et qui ont ce besoin de comprendre pour avancer? Alors, bien souvent, il y a une résistance là-dedans, hein. C'est un mécanisme de défense de passer par la rationalisation. Alors, perso, j'ai aussi besoin de comprendre les choses. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, il m'arrive de donner des analyses, en tout cas comment moi j'analyse la situation, de l'expliquer si j'ai une explication à donner via un courant de thérapie. Ça peut être comme ça, mais bien souvent, les personnes qui veulent rester à l'étage du mental sont des personnes qui ont très peur d'aller dans l'émotionnel. Donc dans ces cas-là, j'y vais par petites touches, on va dire, pour les rapprocher de l'émotionnel, sans leur faire peur finalement, en essayant de comprendre aussi pourquoi leur émotionnel, leur propre émotionnel leur fait aussi peur. Alors, comment ça se fait que ça fait aussi peur, l'émotionnel parfois? Je crois qu'on a peur, en tout cas ça a été ma peur, euh, d'être complètement englouti, vraiment dans l'abîme de sa propre souffrance. Petite anecdote, euh, c'était dans les débuts de ma thérapie. Euh, J'avais un chat qui un jour rentre sur trois pattes, boiteux,
Et il a l'air de vraiment souffrir. C'est-à-dire que même couché sur le canapé à rien faire, il miaule de douleur. Bien sûr, c'est un jour férié. J'appelle la clinique Veto. Le Veto est parti sur une urgence. Il n'est pas dispo tout de suite. Il faut que j'attende l'après-midi. Et c'est terrible pour moi de le voir souffrir comme ça. Et donc, je suis là devant mon chat, à le regarder miauler. Et puis là, il y a mon mari qui me dit, c'est bon, ça va pas le soigner de toute façon de le regarder comme ça, donc viens plutôt m'aider à descendre des cartons à la cave. Oh d'accord. Je prends un petit carton, je commence à descendre de l'appartement. Je descends 5 marches et là, je manque me trouver mal. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la vision qui se brouille tout en noir et blanc, j'entends plus rien, je sens que je vais tomber. Donc, je m'assois dans les escaliers avec mon petit carton sur les genoux. Mon mari a le temps de faire un aller-retour. Il me retrouve livide au milieu des marches. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, ça va pas du tout. Et la douleur de mon chat a été intolérable. Donc, je l'emmène chez le veto l'après-midi, qui fait une radio, qui me dit oh, c'est rien, c'est juste une petite entorse. Il lui met une attelle, un pansement. On arrive à l'appartement, le chat, il fait ça. Le pansement vole à 2 mètres et le chat, il repart sur ses 4 pattes et il va très bien en fait. Ok. Et je me dis, ouais, je me suis foutue dans un état pas possible pour rien en fait. Et donc j'en parle à ma psy. Et je lui dis, je crois que je suis vraiment cinglée en fait. J'ai un vrai problème. J'ai failli tomber dans les pommes parce que mon chat avait mal. En plus, bon, c'était relatif finalement. Et, euh, et là, je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, pour imaginer sa douleur à lui, euh, tu as projeté la tienne. Hmm. Et visiblement, ce que tu imagines de ta propre douleur, c'est que c'est une souffrance à te tomber dans les pommes. Hmm. Et je pense qu'en effet, c'est pour ça que je cherchais à comprendre, à analyser, et que j'allais pas trop là dans ce côté émotionnel parce que j'en avais une représentation absolument terrible. Et finalement, de toute ma thérapie, la seule fois où j'ai eu un vertige, c'était absolument pas en lien avec ma souffrance. C'est le jour où j'ai découvert qui j'étais. Wow. Ah bah écoute, moi je dis ça. L'alarme qui sonne qui nous signifie qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, je vais juste m'assurer qu'elle soit désactivée. Tout va bien, Salim, avec la caméra? Ah, c'est par rapport à ça qu'elle s'est. Très bien. Merci beaucoup, Salim. Donc, tu me disais, le jour où tu as eu un véritable vertige, c'est quand tu as su qui tu étais? Ouais. En fait, ma thérapeute m'a fait un exercice euh, qui consistait, qui se retrouve dans la formation d'ailleurs, hein, parce que ça m'a marqué profondément, qui consistait à parler d'autres choses, d'autres personnes que de moi. Et en réalité, quand on parle des autres, on parle de soi. Donc elle m'a laissé. En plus, comme je suis bavarde, c'était assez facile. Je suis partie à parler. Et ensuite, elle a refait le lien avec moi. Et là, j'ai compris que oui, c'était de moi que j'avais parlé. Et en fait, tout ça, c'était moi. Wow. Et alors, sur le moment, j'étais plutôt voilà, un peu surprise et dans la joie. Alors, c'est une drôle de surprise parce qu'en fait, on découvre ce qu'on sait déjà. Mais c'est ça aussi la thérapie. On découvre Hmm. très souvent des choses qu'on savait déjà, mais on vient porter de la conscience dessus. Donc, je me sens plutôt bien et la séance se termine et là, je me lève et là, ça a tourné. Waouh, je me suis rassise. Je pouvais pas rester debout en fait. Et là, ça tournait dans tous les sens. Et ça a été la seule fois où ça a été vertigineux pour moi. Bah, c'était vertigineux parce que ça ouvrait un champ des possibles pour l'avenir, ça t'ouvrait des accès à qui tu es, ou ça, tu remettais justement tout le passé en remise en question avec cette nouvelle perspective, ce nouveau regard. Je pense que c'est ce que tu as dit. C'était plutôt, ça me recentrait sur moi. En fait, je me voyais peut-être pour la première fois. Je me découvrais réellement. Et waouh, ça fait un drôle d'effet. Surtout quand on a cette tendance à être toujours plutôt centré sur les autres, leurs besoins, leurs désirs, leurs caractéristiques à eux. Ça m'a vraiment fait un drôle d'effet. C'est assez indéfinissable en fait. Alors ça m'évoque une consultation que j'ai eue peut-être il y a 2 jours avec une jeune femme qui
est dans un métier qui ne lui correspond pas forcément, dans une situation de couple qui ne lui correspond pas forcément. Et généralement, quand c'est comme ça, j'invite toujours les gens à travailler ou à réorienter les questionnements vers leur identité. Mmh. Et petit exercice tout simple, je crois que c'était inspiré de la partie programmation neurolinguistique. Et il y a cette idée que si quelqu'un qui te ressemble l'a fait, il n'y a pas de raison que toi, tu ne Oui. puisses pas le faire. Donc, je commence à lui demander si elle peut me citer des personnes qui l'inspirent dans ce qu'elles sont. Donc, pas forcément dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles sont, ces personnes qui l'inspirent. Elle me cite une amie tatoueuse. Je dis, ah d'accord, pour quelle raison? Je commence à prendre note de toutes les raisons. Elle me cite sa maman, qui l'inspire dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. Couturière depuis plus de 20 ans, passionnée, artiste, qui est en même temps patiente et résiliente, prend sur elle malgré le fait que l'activité ne prenne pas trop. Elle me cite d'autres éléments. Et après, elle me cite un artiste japonais et là, j'ai le tableau avec mes prises de notes. Je me dis, mais tiens, c'est intéressant parce que là, je vois que le point commun entre ces trois personnes, c'est un rapport particulier à la mort. Et là, de suite, bon, on était juste en appel. De suite, tu sens que c'est venu toucher quelque chose. Elle fait, mais oui. Je dis, mais. Parce que oui, je lui pose la question, je lui dis, bah, c'est quoi ton rapport à la mort? Et là, elle fait, mais personne m'a jamais posé cette question comme ça. Ah bon? Pourquoi? Et en fait, on rentre encore plus en profondeur. Elle m'explique qu'effectivement, elle avait plusieurs fois envisagé de mettre un terme à ses jours, surtout pendant toute une période de son existence, mais qu'elle n'en avait jamais parlé à quelqu'un. Et je dis, waouh, bah, c'est fou comment ce travail sur l'identité et comment est-ce que ce qu'on va relever chez l'autre va Ouais, révéler sur qui l'on est, ouais. ce que l'on traverse. Et d'ailleurs, c'est souvent plus facile de parler des autres que de soi. Mais quand on parle des autres, on parle de soi. Donc, Mais ça, c'est difficile. Par exemple, ça, comment tu arrives à faire entendre ça à une femme, par exemple, qui aurait des choses à reprocher à son conjoint? Comment arriver à lui faire comprendre? En réalité, c'est aussi elle qu'elle décrit. alors, bien souvent, enfin, moi, ce que je remarque, c'est qu'on a souvent cette tendance à choisir notre conjoint euh, pour ce qu'il représente ou ce qu'il est et qu'on estime ne pas avoir ou ne pas être. Ok. Et ce qui nous séduit au départ euh, va souvent devenir ce qui va nous taper sur le système par la suite. Ce côté, voilà, par exemple, fantasque chez quelqu'un, oh, c'est génial, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, c'est extraordinaire. Et puis, sauf que le côté fantasque dans le quotidien, il va se révéler à certains moments compliqués à vivre. Et c'est là où on peut aller chercher à l'intérieur de soi ce que ça évoque pour nous, là où on peut s'obliger à être tout le contraire de ça et ne pas exprimer cette part-là de nous. Enfin, et inversement, parce que l'autre vient chercher en nous aussi ce qui est complémentaire pour lui, ou ce qui va venir appuyer pile là où ça fait mal. Mhm. Moi, je crois beaucoup euh, à l'évolution du couple. Pour moi, il y a pas de couple qui se crée réellement au premier regard. Coup de foudre, tout est merveilleux et c'est l'autoroute du bonheur. Un couple, ça se construit et ça va être souvent dans les crises. Après, voilà, soit on en fait des crises destructrices, soit on en fait des crises de croissance. Wow. Et je crois aux crises de croissance. Alors, en quoi la crise dans le couple va l'aider à se construire? Parce que ça va être l'occasion d'aller chercher ce qui est problématique pour soi. Et comment alors s'assurer que cette crise soit une crise de croissance et pas une crise destructrice? Je crois qu'il n'y a que l'intention qui... Pourquoi ça te fait sourire? Ça m'évoque de belles choses. Si on a l'intention d'en faire quelque chose, on en fera quelque chose. Si on a l'intention de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, on en fera quelque chose. C'est pas le plus simple, évidemment, hein. Quand les couples consultent, moi, en général, je me pose deux questions.
La première, c'est j'ai combien de temps? Parce qu'en général, quand les couples se décident à consulter, c'est que le torchon brûle depuis un bout de temps. Et il y a déjà une idée qui s'est formée dans la tête, au moins d'un des deux, c'est de partir. Donc, des fois, c'est un peu le côté, bon, tiens, on va y aller juste pour montrer que j'y aurais mis du mien et j'aurais fait ce qu'il faut, mais dans ma tête, je suis déjà partie. Donc, il y a cette question de euh, euh, combien j'ai de temps. Et la deuxième question, c'est sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Lequel a encore assez de force pour pouvoir s'intéresser à l'autre. Lequel a assez de force pour pouvoir s'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qui fait que la thérapie de couple va marcher? Euh, pour moi, ce qui va fonctionner, c'est si chacun règle ses problèmes individuellement. D'ailleurs, moi, mes thérapies de couple, je sais qu'il y a des thérapeutes qui fonctionnent, allez, une séance avec les deux, une séance chacun, une séance avec les deux, hop, et c'est toujours immuable comme ça. Moi, ça me parle pas du tout. En règle générale, la première séance est l'occasion que chacun puisse exprimer finalement ce qui est problématique pour lui et que ça puisse être entendu par l'autre avec souvent notre aide en reformulant ou en aidant à exprimer le fond du problème. Mais ensuite, je vais la plupart du temps proposer un travail séparé. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, et j'ai eu le cas avec un couple où en fait, alors ça s'est trouvé simplement parce que j'avais rendez-vous avec elle et sauf qu'elle se sentait pas bien et elle avait peur de prendre le volant et de faire un malaise. Donc c'est son compagnon qui l'accompagne. Et elle me demande si ça me pose un problème qu'il l'accompagne. Pas du tout. Et là, ça a été extraordinaire parce qu'en fait, il a été là, mais c'était bien sa séance à elle. Hmm. Et là, il a pu entendre de où était sa souffrance à elle. Il a pu comprendre aussi que dans certains de ses comportements à lui, il venait verser de l'alcool à 90 sur une plaie béante. Et d'avoir de la compassion pour elle, il a été un soutien incroyable pendant cette séance. Et du coup, c'est quelque chose qui est resté. Où en fait, chacun était capable d'apporter du soutien et de la compassion pour celui qui était en séance. Et là, on a eu vraiment un ciment dans le couple extraordinaire. Et moi, je voyais tout. On parlait de calibrage, on parlait de ce qu'on peut voir. À un moment donné, elle s'écroule, elle se met à sangloter, et lui, je le vois faire ça. Il a ce réflexe d'y aller, mais il arrête le geste et il se recale dans son fauteuil. Du coup, je laisse passer. À un moment donné, j'attends qu'il me regarde, et là, je lui fais signe qu'il peut. Il peut se rapprocher d'elle. Donc, il le fait comme s'il attendait mon autorisation. C'est assez intéressant. Du coup, on s'est servi de ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi il y a cet élan du corps? C'est instinctif. Et il y a quelque chose qui vient tout stopper. Pourquoi? C'est quoi? C'était hyper intéressant. C'est incroyable comment le corps et le silence, bon ça pourrait être un tout autre sujet, euh, vient aussi régler les choses. J'ai l'impression que dans le corps, il intègre toutes Oui. les réalités qui sont verbalisées et le voir. Oui. Alors moi, je le vois pas en consultation, mais je le vois en séjour et c'est toujours profondément bouleversant. Oui. La posture change, les attitudes, c'est fascinant. Alors Frédéric, comme on arrive à la fin de cet entretien, la question que j'allais te poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Ça représente quoi pour toi, former les gens aujourd'hui en psychothérapie? Alors, ça me passionne. Et une passion, on a toujours envie de la partager. Déjà parce qu'on est un peu intarissable sur les sujets qui nous passionnent. Donc j'ai envie de partager, j'ai envie de recevoir aussi d'autres visions, d'autres. C'est intéressant de donner des cas pratiques qui sont des gens que j'ai eu réellement en séance et que des apprenants m'amènent des idées où je me dis, ce sera à refaire. Je partirai là-dessus. Donc ça, je trouve ça passionnant. Et d'un point de vue purement enseignement, transmission, ce qui me plaît le plus là-dedans, et ça a toujours été, j'ai toujours été attirée par ça. J'ai enseigné d'autres choses avant la psychothérapie, même en fac de droit. J'ai été rentrée dans un programme de tutorat pour aider les jeunes, enfin
ceux qui arrivaient. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de licence, on parlait de DUG, en première année de DUG, pour les aider sur leur méthodologie. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'en fait, c'est un peu aussi, malgré tout, de la thérapie au travers de la formation, parce que quand quelqu'un part dans une direction problématique, on va dire erronée, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de sortir le stylo rouge de la maîtresse et mettre oh et barrer. Ce qui m'intéresse, c'est mais pourquoi cette personne-là est partie dans cette direction-là? Qu'est-ce que ça me dit d'elle en fait? Et dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui est problématique chez elle et qui sera donc problématique dans l'exercice du métier? Parce qu'il y a aussi chez moi cette envie, cet espoir à ma petite échelle, hein, j'ai bien conscience, mais d'être, partie prenante dans un projet qui vise à former des gens qui vont réellement accompagner d'autres personnes qui ont besoin. Et pour moi, c'est important qu'il y ait cette humanité, cette authenticité et cette expertise aussi à l'arrivée pour qu'on puisse réellement aider des gens. Moi, j'ai consulté des psys qui ont fait du dégât chez moi. Et je sais ce que ça peut faire, y compris avec des gens qui étaient diplômés d'État. Donc, j'aime cette idée de participer à ça et j'aime transmettre et comprendre. Et voilà, si je dois prendre un exemple, j'ai eu une apprenante qui, sur un cas pratique qui va certainement te parler, même si ça date maintenant pour toi, mais le cas de Véronique qui a été harcelée par sa directrice, elle a été licenciée et elle retrouve pas de boulot et elle commence à perdre confiance dans son avenir et ce que la vie lui réserve. Et elle se dit qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle ne retrouvera pas. Elle va être obligée de chercher un poste inférieur à ce qu'elle avait. Et en fait, cette apprenante, qui est brillante, vraiment, au demeurant, son axe de travail, ça a été, moi, je l'aiderais pour qu'elle soit capable d'aller discuter avec la directrice, parce que cette directrice, elle ne doit pas être bien dans sa peau pour agir comme ça. Et là, je me suis dit, alors, si c'est réellement sa cliente, on va avoir un petit souci. Je pense qu'elle ne reviendra pas une deuxième fois, puisque là, elle a été victime de harcèlement grave, elle a été complètement humiliée, et on lui demande à elle d'aller prendre soin de son agresseur. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, je me suis dit, pourquoi elle part dans cette direction? Et en fait, je comprends une chose, c'est qu'en fait, c'est la solution qu'elle a toujours appliquée pour elle-même. Quand quelque chose ne va pas bien, je vais essayer de donner à l'autre en espérant que ça change la donne. Je vais être encore plus gentille. Et elle avait été confortée là-dedans par sa psy, qui allait dans son sens. Et donc, je me suis dit, là, ce qui est hyper intéressant, c'est de dire, ouais, mais finalement, ce qui va faire de nous des bons accompagnants, c'est d'aller aussi se dire, est-ce que ma stratégie est réellement la bonne? Est-ce qu'elle est juste pour moi? Et quand j'aurai trouvé une stratégie qui est juste pour moi, je pourrai aider les gens à trouver des stratégies qui soient justes pour eux. Alors, on a balayé toute une série de sujets en près de 45 minutes. Si, pour clôturer, hum, quelles recommandations tu pourrais faire à toute personne qui souhaiterait intégrer cette formation, mais qui peut-être rencontre des doutes? Alors, je serais tentée de dire déjà d'identifier précisément le doute. Est-ce que c'est un doute moi, ce que je remarque, c'est que toutes les personnes que j'ai, qui m'appellent ou que je connais ensuite, une fois qu'ils sont inscrits dans la formation, je crois que très peu doutent sur leur capacité réellement à aider parce qu'ils sont animés par une véritable vocation. Il y a vraiment un sentiment de mission. Donc, je crois qu'il n'y a pas souvent de doute sur sa réelle capacité à aider, même si certains peuvent avoir peur de faire du dégât s'ils ne font pas les choses correctement. Mais j'ai envie de dire, tout s'apprend en termes d'analyse de problématiques, définition de problématiques, définir un axe de travail, choisir la bonne technique. Tout ça, ça s'apprend et on le voit dans la formation. Après, les doutes, je crois qu'ils viennent pas tant de soi-même. J'ai l'impression qu'ils viennent de l'entourage. Toi, psy, t'es trop sensible. Là où en fait, cette sensibilité, elle est extraordinaire. Elle donne des antennes que peu de gens ont.
Enfin que peu de gens non sensibles ont en tout cas. C'est beaucoup d'intuition et de sensibilité. Euh, je pense que à ceux qui doutent, je dirais peut-être d'interroger vraiment le centre de soi en essayant de faire abstraction de tout ce qu'on nous dit. Je te remercie, Frédéric, Merci pour à toi, ce moment de Najib. partage. J'ai passé un très bon moment. Je suis heureux Moi qui d'entendre. stressais, T'as vu, j'ai finalement, adoré. les caméras, Oui, ça, on n'y pense plus au bout d'un oh, moment. exactement. Puis quand ton truc a bipé, là, déjà. Ouais, Oh non, 45 minutes. Mais moi, j'ai encore plein de trucs. mais là, ça fait 1 heure qu'on échange. Mais même moi, et c'est rare que je reste aussi longtemps. Parce que d'habitude, j'ai tendance à couper plus tôt. Donc, un Bah, grand faut dire que je merci à suis toi. bavarde quand même aussi. T'as dû Bah, remarquer. bah, Ça m'a échappé quand même. on va Tu le dire comme savais ça. déjà avant aujourd'hui, je Oui, crois mais même. en fait, en même temps, c'est tellement intéressant comment t'avances les choses, comment, en plus, cette capacité des fois, à être très sérieuse, très experte, très sincère, très vulnérable. Et donc, comme on passe vraiment par toutes ces phases, ça fait que le temps passe rapidement et on boit ses paroles. Donc, un grand merci à toi, Merci à toi, Frédéric. Najib. Et on va éteindre ce matériel. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ça. J'ai pas trop l'habitude de faire. Ça, en tant que timide et introverti, je continue de me définir comme ça malgré tout. Oui, J'ai toujours du j'étais mal. surprise quand t'as dit ça. Et toi, Mais timide. pourtant, tu te souviens, je t'avais dit au moment d'intégrer la formation, c'est l'une des premières choses que je t'avais dit. Je t'avais dit que j'étais très à l'aise. J'étais en paix avec le fait d'être timide et introverti. Eh ben, tu vois, je crois que je les zappé, ça. Bah, c'est l'une des premières choses que je t'avais dit. Et tu me dis, mais, ah bon? Mais ça s'entend pas. Je dis, ouais, parce que je suis en paix avec ça. Mais, Mais donc, tu oui, sais que je le suis aussi. timide et Ah, introverti? complètement. Mais ça se voit Total. pas non plus. Ça se voit pas du tout. Tu sais, moi, ce qui m'a peut-être aidé, c'est que j'ai beaucoup déménagé étant enfant. D'accord? Et à chaque fois que tu changes d'école, bah, tu connais personne et tu connais pas les lieux. D'accord. Et tu es dépendant des autres. Ah, ouais. Où sont les toilettes? Ah, Où est la salle de classe? Où est le gymnase? Où est la cantine? Euh, à quelle heure on peut faire ci? Comment on peut faire ça? Il y a plein de règles en fait, mais que tu connais pas quand tu arrives. Donc ça m'a obligée à aller vers les autres en prenant sur moi. Il m'arrive de donner le change, mais en général, je suis pas à l'aise, quoi. magnifique. Franchement, ça, là, moi j'ai oublié que tu m'as dit que tu étais stressé par Tu rapport vois? à la caméra. Tu vois?